Est-ce que... Oui, c'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir dans ce lieu symbole de Paris pour le démarrage de la Semaine des autres modes. Donc, je suis Cécile Jeanne Guérard. J'ai cofondé le collectif avec Ariel Lévy et Élise Redel en 2017. Je suis également fondatrice et rédactrice en chef de la revue Unmade. Donc, nous allons vous proposer jusqu'à midi environ une présentation en plusieurs temps. Donc déjà, on va vous présenter la Semaine des autres modes, un peu plus dans le détail, qui est vraiment un événement inédit à Paris destiné à faire découvrir toutes les facettes de la mode responsable qui fait appel à d'autres modes de créer, de produire, de distribuer et de consommer. Dans un deuxième temps, on vous présentera l'ambition du collectif au-delà de cette Semaine des autres modes, puisque l'idée, c'est pas de s'arrêter à cette première édition. Dans un troisième temps, nous passerons la parole à Monsieur Florentin Létissier, donc adjoint à la maire de Paris, en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de la stratégie zéro déchet, donc qui nous soutient dans ce projet. Donc encore un grand merci à lui et à son cabinet avec lequel on travaille depuis 1 an. Il y aura également une intervention de Madame la ministre Marlène Schiappa, donc secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Et enfin, nous vous présenterons notre manifeste, donc qui est un petit peu la base qui résume notre vision et qui est à la base de toute cette semaine. Donc j'ai le plaisir de co-animer cette matinée aux côtés de Caroline Véran. Donc Caroline qui est entrepreneur, qui dédie depuis 2014 toute son énergie aux projets à impact et aux enjeux durables, en accompagnant les entreprises dans leur politique RSE au travers de l'agence Croissance Bleue. Caroline qui est également membre du conseil d'administration de l'association Une autre mode est possible, et donc à laquelle je passe tout de suite la parole. Alors, merci Cécile pour cette introduction. Et merci au collectif UAMEP et à l'ensemble des créateurs et des partenaires de permettre aujourd'hui à chacune et à chacun d'entre nous, dans nos vies, dans nos métiers, et collectivement de pouvoir être acteurs d'un changement majeur. Le changement dont il est question est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, toutes et tous ici réunis, dans ce lieu emblématique de Paris, capitale de la France, capitale de la mode, aimée et scrutée par le monde entier. Sommes-nous là pour parler de mode ? Un peu forcément. Sommes-nous là pour parler de la filière du textile ? Oui, assurément. Sommes-nous là pour parler de modèle économique et de culture, à savoir comment nous produisons, comment nous désirons, comment nous consommons du textile et des vêtements ? Oui, assurément. Car fondamentalement, si nous sommes ici réunis, c'est pour rallier nos forces et nous fédérer, autour d'une vision commune et d'un projet de société dont la filière du textile est une des branches emblématiques. Nous tous ici souhaitons vivre, travailler et nous divertir dans une société respectueuse du vivant et de l'environnement, dans une société juste, inclusive et solidaire. Nous tous ici ne voulons plus soutenir, même si nous le faisons plus ou moins malgré nous encore bien trop souvent, une mode prédatrice pour le vivant et précarisante pour les populations les plus fragiles, en France ou à l'autre bout du monde. Nous avons tous à l'esprit le sinistre symbole de l'effondrement du Rana Plaza, l'usine de sous-traitance située dans les faubourgs de Dhaka, capitale du Bangladesh, le 24 avril 2013. Une catastrophe qui a causé la mort de plus d'1 millier de travailleurs de l'ombre, ces mains ouvrières qui confectionnent les marques de vêtements que nous connaissons tous si bien, ces marques que nous et nos enfants portons encore pour une très large majorité au quotidien. Nous devrions également tous avoir à l'esprit que chaque année en France, entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles sont détruites, soit l'équivalent d'1 à 2 fois l'édifice sur lequel nous nous trouvons, la Tour Eiffel. Ce sont des chiffres récents donnés par le ministère de la Transition écologique. Et, comble du drame, où sont-elles détruites, ces tonnes de vêtements ? Eh bien, le supplément du Parisien de ce week-end nous apprend dans une enquête édifiante que ces tonnes de vêtements français jetés, mal recyclés ou non recyclés, sont expédiés au Ghana et provoquent ce qu'il convient d'appeler, je cite, un désastre écologique et humanitaire. En réalité, la nécessité de transformer la filière de la mode, comme l'ensemble des filières par ailleurs, n'est plus à discuter. Nous en avons tous pris conscience.
Pas une semaine ne se passe sans qu'un nouveau scandale lié aux multiples conséquences délétères du marché de la fast fashion n'éclate. Et donc, une fois ce constat partagé, que fait-on individuellement et que faisons-nous collectivement ? Prendre conscience et dénoncer est une étape nécessaire, mais non suffisante. Maintenant, si vous me permettez l'expression, il faut prendre le taureau par les cornes, s'organiser, se fédérer et agir pour transformer la filière de la mode. Ce qui veut dire transformer toute la chaîne de valeur, transformer les modes de créer, de produire, de consommer, et donc aussi transformer les imaginaires, notre rapport au textile et aux vêtements. C'est là la vraie réponse, et c'est celle portée ici par vous, toutes et tous, les créateurs, les acteurs des autres modes, à l'occasion de cette Semaine des autres modes à Paris. Je peux vous dire que ce qui se joue dans cette action fédératrice est tout à fait, de mon point de vue, essentiel et mature. Et j'en terminerai par là mon introduction. En toute honnêteté, je ne suis pas une experte de la mode. En revanche, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai compris au fil des années que pour réussir une transformation sociétale et environnementale, il faut des entreprises, pour réussir cette transition, des entreprises ou des filières et de la société tout entière, il faut une valse à 3 temps. Le temps de la prise de conscience, et là, c'est toutes les actions pédagogiques. Le temps de l'organisation, celui des réglementations, des feuilles de route, de la structuration, des indicateurs de mesure, cette grammaire collective qui est en train de s'écrire, on est en chemin. Et enfin, le temps de l'action, qui implique tout à la fois la transformation des modes de production et la transformation de nos imaginaires, de nos schémas mentaux, de nos rêves. Et c'est là la brique la plus difficile, de mon point de vue, à façonner. Une valse à 3 temps, donc, celle de la conscience, de l'organisation et de l'action industrielle et culturelle. Cette valse à 3 temps, vous toutes et tous ici savez la danser. Vous réunissez l'ensemble des talents et des solutions culturelles, industrielles, économiques et politiques indispensables à la mutation de la filière. La Semaine des autres modes est là pour vous mettre en lumière aujourd'hui et porter loin cette ambition qui nous réunit tous ici. Place aux autres modes et place à ses porte-paroles. Pour commencer, on va en revenir très rapidement à la genèse du collectif Une autre mode est possible. Donc j'appelle Ariel et Lionel pour me rejoindre sur scène. On va peut-être brancher ces micros-là. Est-ce que... Ouais. Donc, comme je vous disais, un petit retour en arrière pour commencer sur la fondation, la création du collectif Une autre mode est possible. Donc, c'était en 2017, mais ça a commencé un petit peu avant. Ça a commencé par une rencontre. Et la rencontre, c'était en 2016. C'était donc au Concept Store L'Herbe Rouge, qui est une des marques pionnières de l'éco-conception en France. Là où étaient donc Ariel Lévy et Élise Redel, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, je me souviens que je suis donc allée au Concept Store L'Herbe Rouge pour interviewer Ariel dans le cadre de la revue Upmade qui était commencée tout juste. Hein. C'était un petit blog à l'époque. Et je me suis tout de suite rendu compte, en entrant dans le Concept Store, en entrant dans la boutique, il y avait des vêtements, bien sûr, mais il y avait aussi des objets de design, il y avait des livres, il y avait des graines de lin. Et quand on a commencé à discuter avec Ariel, voilà, j'ai tout de suite compris que pour toi, Ariel, en fait, la mode, c'est avant tout une culture et un art de vivre. Oui, merci Cécile. Oui, comment définir la culture ? Finalement, la culture, c'est ce qui unit des communautés autour de valeurs communes. Alors la culture, elle commence par finalement aussi ce lien qui nous unit, qui nous inspire, qui est le lien à la terre. Comment ne pas penser que nous sommes influencés par la gastronomie, par
Thierry Marx qui est ici. Nous avons un lien extrêmement organique vis-à-vis de ces matières, vis-à-vis de ces couleurs, vis-à-vis de ces paysages. C'est la première chose qui nous unit. La deuxième chose qui nous unit également, c'est nous comme designers, c'est forcément le patrimoine. Dans un lieu comme ça, comment ne pas penser que ces piliers de la Tour Eiffel ne puissent pas révéler en nous la plénitude de la matière, du volume. C'est donc le patrimoine, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce festival dans tout Paris. Nous sommes aussi unis par l'acte du design sous toutes ses formes. Je fais souvent référence à ce qui est pour moi l'influence la plus marquante dans ma vie, au Bauhaus. Mais le Bauhaus était également une école qui a donné à voir dans des moments difficiles et allier et rendre visible le textile comme un art majeur. Ne l'oublions pas. Je pense à Annie Albers, entre autres, et en particulier. Donc le design, sous toutes ses formes, nous sommes avant tout des designers. Ensuite, c'est en effet un acte, comment ne pas être lié au corps. La musique nous fait nous mouvoir, notre relation au corps, tout ça nous nourrit au quotidien. Il y aura d'ailleurs une table ronde le 5 octobre sur mode et corps, animée par Catherine Doriac. Et quand on parle du corps, on parle également de notre notion du handicap. N'oublions pas que 20% des Européens souffrent d'un handicap. Alors du handicap, je dis accessibilité. Voilà, je pourrais parler aussi de littérature et citer une Hundertwasser. Là, nous avons un premier épiderme, c'est notre première peau. Nous avons une seconde peau, c'est le vêtement. Donc tout ça, les exemples sont à l'infini. C'est un monde, c'est une transparence et c'est une transversalité. C'est ce que j'appelle notre chaîne de valeur. Exactement. Donc cette transversalité, cette chaîne de valeur, c'est justement ce que tend à montrer cette semaine. Donc qu'on organise, qu'on prépare depuis un an avec donc Lionel Buchmann, directeur des projets UAMEP. Du coup, voilà, comment va se structurer cette semaine? Je vous repasse la parole pour que... Comment se fait structurer cette semaine? On parle, non mais justement, on parle de cette chaîne de valeur. Donc l'idée, c'est qu'on montre ça durant cette semaine. Oui. On va montrer nos cinq piliers. Mais nous, je pense qu'on aimerait par contre vous parler de ce que signifie peut-être une autre mode pour nous. Hein? Donc, tu veux qu'on se mette en haut, en bas, sur le côté Comme tu veux, on peut se mettre donc d'abord, je tenais à vous remercier tous ici d'être présents ce matin. Et en particulier, un très grand merci à la ville de Paris, Florentin Laetitia et toute son équipe, et à Elisa et toute l'équipe des canaux qui nous ont permis de vous délivrer cette matinée aujourd'hui. Un grand merci à la dame de la Tour Eiffel. J'ai mis mes étoiles, mes paillettes. C'est un rêve d'enfant qui n'a pas... Vous êtes tous pris en selfie, j'imagine. Merci, chère grande dame. Merci, monsieur Eiffel, de nous accueillir aujourd'hui, ici ce matin. En fait, on aimerait vous dire pourquoi on vous a réunis aujourd'hui. Parce que UAMEP, c'est un acronyme et c'est 5 lettres comme 5 piliers que nous vous dévoilerons un peu plus tard. Alors, U comme uni. Uni. Dans uni, vous êtes là ce matin. Dans uni, il y a un. Je vais citer André Malraux. Les hommes unis à la fois par l'espoir et par l'action accèdent, comme les hommes unis par l'amour, à des domaines auxquels ils n'accéderaient pas seuls. André Malraux, merci. U comme utopie. Ariel citait le Bauhaus, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous réunit. Et là, je vais citer quelqu'un qui nous est cher aussi, un artiste. Quand on rêve seul, c'est un rêve. Quand on rêve à plusieurs, c'est le début de la réalité. Hundertwasser. U comme usage, utilité. C'est finalement là bien toute la raison d'être de notre chaîne de valeur. Que voulons-nous vraiment ? C'est le grand commun, c'est le grand défi commun. Je pourrais vous parler d'économie de la fonctionnalité, d'économie inclusive et circulaire, mais
j'aimerais rappeler que pour nous, collectif de designers, l'usage est au centre de notre action. Et j'appelle de mes voeux que l'innovation matérielle des créateurs, elle a vraiment besoin d'être valorisée au même titre que celle des startups technologiques. Ce qui ne veut pas dire que Alors merci à vous tous, amis designers et amis de la première heure. Je vois ici Sakina, je vois Valentine, je vois ces grands prix de la ville de Paris, Eugénie, Marcia, etc. À toi, Lionel. Ensuite, on passe au A. A comme amitié. L'amitié, c'est faire ensemble, c'est le consentement, l'entraide, et puis c'est de l'amitié aussi personnelle, l'amitié professionnelle, et ça permet d'aller bien plus loin. Et dans l'amitié, il y a aussi l'apprentissage. A comme Ariel. Non, c'était une erreur. Allez, Ariel égale accessibilité. Non, elle essaye en tout cas. A comme accessibilité, c'est bien là le fondement même de notre collectif. Rendre accessible cette mode au plus grand monde, cette mode contemporaine qui se doit de créer du bien-être. On ne peut pas rester cloisonné dehors l'entre-soi. Et je pense que l'accessibilité, c'est vraiment le parcours, en tout cas pour nous, le collectif, et pour moi, à titre personnel, de toute une vie. Je pense en effet que la mode doit être accessible au plus grand nombre et comprise par le plus grand nombre. C'est bien pour ça qu'on fait cette semaine des autres modes, cher Lionel. A comme autonomie. Petit lien avec l'agriculture, de l'agriculture au commerce. L'Île-de-France ne compte pas moins de 48 000 structures qui évoluent dans le domaine de la mode et du textile en 2020, représentant 35% de la filière nationale et cumulant plus de 77 000 salariés, soit 11% des emplois générés par la filière dans le pays. Tissons donc une chaîne vertueuse faisant rimer autosuffisance alimentaire avec autonomie vestimentaire. On y arrive. M comme moi. Non. M, on passe au M. M comme manifeste. C'est ce manifeste qui synthétise nos engagements autour de 5 thématiques. Un peu de patience. Nous vous le présenterons un peu plus tard avec Cécile. M, monsieur ingénieur. M comme mesure et méthode. Effectivement, pour arriver à proposer une solution viable dans le temps et voir effectivement que finalement on fait de la mesure, on a des indicateurs. Et ben là on a un site que je vais vous présenter juste après, qui est le démarrage d'une mesure pour nous d'impact conséquente par rapport effectivement à ce qu'on propose. Et l'idée c'est de mesurer toutes sortes d'indications que vous allez voir à travers des formulaires qui sont disponibles sur le site. Mais par exemple, je peux déjà vous dire que sur le lancement, c'est-à-dire il y a à peu près une quinzaine de jours du site, on est quasiment à 10 000 visiteurs uniques, avec plus de 25 000 pages vues. Et donc voilà, l'idée c'est qu'effectivement il y ait du trafic et qu'on puisse avoir une donnée intéressante pour pouvoir l'exploiter. Alors, M comme mode, on va pas la refaire. Mode, pour nous, c'est la mode au féminin, mais c'est également la mode au masculin. N'est-ce pas, chère Cécile, un autre mode de créer, de produire, de distribuer, de consommer et finalement d'exister. Vous faites tous les autres modes, merci. Je vais prendre la main sur l'énergie, parce qu'il en faut beaucoup, il faut accélérer. Donc, eux, comme énergie, ce sont les ressources que nous devons présenter, mais également toute l'énergie que nous avons dû déployer pour construire et que nous devrons déployer pour construire une mode post-carbone qui émancipe et crée du lien. Eux, comme entrepreneurs, nous en sommes tous, cher Lionel. Oui, c'est effectivement ce qui nous réunit. Prendre des coups, se relever, vivre de son travail, créer de l'emploi, préserver, transmettre les savoir-faire, voire former. La valeur n'est pas que financière. Une autre économie est possible. D'autres indicateurs de richesse sont nécessaires, bien au-delà d'une TVA verte. Qui suivra l'exemple de Patagonia en France ? Eux, comme écologie et éducation, Lionel en a parlé, nous ne serions pas là si nous n'avions pas comme objectif de transmettre et toujours transmettre et d'éduquer dès le plus jeune âge. P, on le dit ensemble ?
P comme passion. passion, mais aussi patience. P comme Pragmatisme. Nous devons choisir chaque jour au quotidien notre chaîne de valeur et veiller à ne pas la disloquer par manque de pragmatisme. on se lève tous et on se dit tous P P comme Paris. Paris. Paris est aussi Possible. Merci. Merci beaucoup. Voilà tout ce qui va structurer cette semaine des autres modes. C'est une très belle promesse. Du coup, on va rentrer dans des détails un peu plus concrets. Donc, la semaine des autres modes, comme je le disais, elle a pour vocation de s'adresser à tous les publics. Donc, on a imaginé 4 parcours. Donc, très très rapidement, parce qu'il faut qu'on accélère un petit peu. Du coup, le premier parcours, c'est le parcours entreprise qui marque la journée d'aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est de pouvoir s'adresser à tous les professionnels du secteur. Il y aura toute une après-midi après cette matinée à la Tour Eiffel. Ensuite, le parcours jeunesse. La jeunesse, forcément, c'est primordial. Les nouvelles générations. Donc, on a pensé des événements spécialement dédiés aux plus jeunes. Et également, demain, une journée porte ouverte des écoles. Donc là, l'éducation, forcément, c'est aussi fondamental. Une autre éducation est possible. Ensuite, le parcours festival. Donc là, on va reprendre l'esprit du Festival des autres modes. Donc la première édition qu'on a organisée l'an dernier à la Cité Fertile. Donc là, ça va être des moments d'échange, de fête, particulièrement à la Halle des Blancs-Manteaux, vendredi et samedi. Voilà, donc on vous y attend nombreuses et nombreux. Et enfin, le parcours commerce. Donc le parcours commerce, on va en parler, qui fédère de nombreuses boutiques, des ressourceries, pour justement montrer qu'une autre consommation est possible. On va également en parler juste après. Vous pouvez retrouver tous ces parcours, Lionel, en 2 minutes sur notre site internet, donc semaine-des-autres-modes.fr. Donc très rapidement, le site se compose en 5 parties. La homepage qui vous présente très rapidement en fait, toute la possibilité d'aller chercher de l'information à la fois sur les parcours, sur la billetterie, sur l'agenda. Et du coup, ensuite, on peut passer sur l'agenda, par exemple. On va avoir en fait tout le listing on va avoir du coup tout le listing des événements, avec la possibilité de filtrer par jour, par catégorie, par thématique, les thématiques qui correspondent à nos 5 piliers, qui sont les piliers du manifeste. Et là, Ariel et Cécile vous en parleront tout à l'heure. Et sur les parcours, du coup, comme on vient de les dire, en fait, vous avez la possibilité de cliquer sur chaque parcours et trouver les événements qui correspondent à la fois. Donc les portes ouvertes écoles pour la jeunesse, entreprise, c'est cette journée-là qui est détaillée. Le festival, c'est toute la partie grand public, avec les différents événements de tous nos membres qui immergent en fait le grand public dans les autres modes à travers de la sensibilisation, de l'action, des ateliers, des performances artistiques. On en reparlera, des défilés aussi. Et ensuite, il y a le parcours commerce qui est très important, qui se déroule sur toute la semaine et qui pointe plus d'une 50aine de commerces en partenariat avec Paris Good Fashion, Slow We Are et UAMEP. Et donc là, l'idée, c'était de montrer finalement des commerces éco-responsables qui vont du prêt-à-porter aux accessoires, aux chaussures, et qui présentent donc des produits et aussi des ressourceries, des textileries, des retoucheries. Donc voilà, pouvoir balayer un peu l'écosystème et accueillir le public de manière festive. Et je terminerai par quand même la billetterie, voilà, qui est un résumé. En fait, là, vous avez complètement la programmation avec tous les événements, les dates et les heures et la possibilité de réserver. Que et la vous plupart retrouvez sur la carte aussi. Qu'on retrouve sur la carte, effectivement, la carte qui est un bon moyen d'aller se balader, de découvrir des initiatives sur tout Paris et l'Île-de-France. Donc là, vous retrouvez à la fois les écoles, les commerces et nos sites partenaires qui nous permettent de faire des événements comme le TLM, qui est un tiers-lieu dans le 19e, le pavillon des canaux et la halle des Blancs-Manteaux, qui sont nos 3 lieux principaux. Voilà. Et donc la partie manifeste, donc ça on va vous en parler tout à l'heure, 5 grands piliers donc, que sont l'inclusion, le respect de la planète,
la transparence, la dimension culturelle et la consommation responsable. Donc là, je vais appeler pour illustrer toutes ces thématiques 5 actrices donc du collectif UAMEP qui, entre autres, qui donc, par leurs actions concrètes, font les autres modes. Donc j'invite Héloïse, Gaëlle, Clarissa, Catherine et Elisa à me rejoindre. Donc, comme nous l'avons dit, cette autre mode que l'on porte, que l'on incarne, elle reprend les principes de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. C'est un point très très important. Et ça rejoint notamment la mission des canaux, donc, qui est le parrain de la semaine. Donc, Elisa Yavchitz, qui est avec nous aujourd'hui, donc directrice générale des canaux. Vous accompagnez les acteurs économiques engagés pour la solidarité et la planète. Et est-ce que vous pourriez finalement nous dire comment vous soutenez concrètement au canaux la filière mode circulaire et solidaire, Elisa? Bonjour, et puis merci d'organiser tout ça, merci de ce foisonnement, merci pour toutes les personnes qui sont dans la salle. Ça fait vraiment plaisir de voir que toute cette communauté, et pour certains d'entre vous, depuis longtemps, vous battez pour cette mode responsable, et de voir tout le monde réuni aujourd'hui, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc nous, les canaux, on n'est pas non plus des experts de la mode, comme le disait Caroline Véran. On est là pour faire des liens. Donc d'abord, on a un lieu magnifique au bord du canal, et donc on met ce lieu à disposition des acteurs. Avec la ville de Paris, on anime le comité de filière de la mode et du textile pour que les gens, puissent exprimer en fait leurs besoins. Et puis du coup, la ville apporte des solutions à tous ceux qui veulent s'engager dans ce domaine-là. Et nous, de notre côté, aux côtés de la ville, on peut apporter notre contribution en accueillant leurs événements, en organisant un festival de la mode. Et puis, on a des programmes d'accompagnement, on a des formations gratuites sur tout ce qui est le lancement d'un entrepreneur, que ce soit la comptabilité, le plan de financement, le marketing, la communication, etc. Et donc, on rend ça accessible gratuitement. Donc, voilà. Et puis, on organise aussi des conférences. Et puis, on met en lien surtout. On met en lien pour peut-être parfois avoir un pied d'immeuble, un commerce, un kiosque éthique, et puis aussi parfois avoir accès à des marchés, comme sur les Jeux Olympiques, en faisant que vous soyez au courant de marchés publics qui puissent exister ou d'opportunités d'appel à candidature, d'appel à projet. Voilà, je ne suis pas plus longue, mais on est là pour vous aider, et donc ça nous fait très très plaisir, et c'est un honneur pour nous de soutenir cette semaine et le collectif et de tout ce que vous portez. Merci beaucoup, Elisa. Donc, dans cette autre mode, la dimension d'inclusion et de justice sociale et environnementale est aussi primordiale. Donc nous sommes d'ailleurs le collectif UAMEP, les partenaires de toujours de l'association Fashion Revolution France, qui sera présente à la Halle des Blancs-Manteaux. Donc Catherine Doriac, présidente de Fashion Revolution France, va vous présenter très rapidement. Catherine, vous avez lancé une initiative citoyenne européenne sur le salaire vital, qui sera notamment présentée vendredi 7 à la Halle des Blancs-Manteaux, à l'occasion d'une conférence de presse, d'une table ronde que j'aurai le privilège d'animer. Catherine, donc en quoi consiste cette ECI ? Alors, merci Cécile. Tout d'abord, Fashion Revolution, c'est évidemment un collectif mondial, 96 pays, et nous avons la joie d'avoir dans la salle Carrie Summers, qui est la cofondatrice de cette ONG, qui est née au lendemain de l'effondrement. Donc cette ONG Fashion Revolution qui est née au lendemain de l'effondrement du Rana Plaza en 2013. On va fêter le 10e anniversaire, commémorer le 10e anniversaire l'année prochaine au cours de la Fashion Revolution Week que nous vous invitons tous à suivre en avril prochain. Alors aujourd'hui, Fashion Revolution, alors on est peut-être
A d'autonomie et le P politique de UMEP. Pourquoi ? Parce que cette ECI, cette initiative citoyenne européenne que nous avons lancée fin juillet pour obtenir 1 million de signatures pour un salaire vital dans la chaîne de textile, et la chaîne de textile, pas simplement le rang 1 de fabrication, mais aussi jusqu'au rang 5 avec les travailleurs qui travaillent, qui cultivent nos matières à l'autre bout du monde. Il y a donc une chaîne opaque et ces travailleurs n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et de vivre une existence digne et pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Donc voilà, cette ECI, on a des flyers, vous pouvez les obtenir en sortant de la salle. 1 million de signatures, 72 000 pour la France, citoyens européens. Parlez-en autour de vous, on a vraiment besoin de tout le monde, que tout le monde soit concentré sur cette histoire de salaire vital qui nous concerne tous ici, bien sûr, mais qui concerne en l'occurrence beaucoup les gens dans les pays qui fabriquent nos vêtements. Merci beaucoup Catherine. Et donc pour aller plus loin, on vous attend donc vendredi à la Halle des Blancs Manteaux. Donc au-delà de la justice sociale et environnementale, la jeunesse, comme on l'a dit, et l'éducation sont aussi fondamentales pour construire, pour bâtir ensemble cette autre mode. Donc Clarissa, tu es fondatrice de Care Studio, qui est un studio de design et de récits engagés. Tu interviens aussi dans plusieurs écoles de mode depuis plusieurs années, notamment donc Casa 93, qui est un très bon exemple de formation alternative, associative et gratuite dans le mode de la mode. Nous avons notamment fait ce projet de hors-série avec les jeunes talents de la promo 5 de Casa 93 pour Homemade. Du coup, Clarissa, toi, en tant qu'intervenante, quelle est ta façon de transmettre et de former les futures générations de designers, justement? Bonjour à tous. Comme vous m'avez bien présenté, Care, c'est un studio de design. Et nous, les designs va justement au-delà de l'objet. C'est aussi un outil de transmission. Donc, notre vision, notre méthode va être basée sur l'intelligence collective, sur la valorisation de la diversité. Donc, comme vous avez dit, je collabore souvent avec Casa 93. Donc, je rejoins aussi un peu la pédagogie de justement valoriser des jeunes talents qui parfois n'ont pas accès à des écoles de mode. Parce que, comme vous le savez, Casa 93, c'est gratuit. Ça a été fondé par Nadine Gonzalez, qui est juste là. Donc, c'est un super projet d'inclusion dans l'éducation et qui valorise vraiment les travaux de groupe, les faire ensemble, l'entraide entre les jeunes qui, du coup, vont passer tout leur parcours de 15 mois à collaborer, à créer ensemble. Donc, nous avons pu collaborer à quelques fois, dont la fois que nous avons co-créé les hors-séries Homemade. Donc, nous avons justement accompagné les jeunes à voir comment problématiser la mode d'aujourd'hui et apporter des solutions pour justement créer la mode de demain. Donc, nous avons accompagné dans la création de récits écrits, les récits visuels, mais aussi la création des pièces upcyclées. Donc, à ce moment-là, j'étais aussi en compagnie de Catherine Doriac et Cécile, qui ont coaché les jeunes dans l'écriture. Voilà. Merci beaucoup Clarissa. Et donc du coup, pour pour découvrir ce hors-série, justement, on vous donne rendez-vous mercredi au 100 établissements culturels et solidaires dans le 12e. Donc je vais ensuite passer la parole à Héloïse de Slow We Are sur le parcours commerce, justement. Donc pour permettre, sensibiliser les gens à la consommation responsable. Vous allez donc mettre en place toute une après-midi de sensibilisation le 6 octobre avec un kit. Est-ce que tu peux, Héloïse, nous en dire un petit peu plus ? Bonjour Cécile, bonjour à tout le monde. Alors nous, on a prévu effectivement de travailler sur un parcours initiatique à la consommation responsable. Donc c'est quelque chose qui est là vraiment pour faire tomber les stéréotypes liés à la mode responsable et à la consommation de manière générale. L'idée, c'est de revenir sur les principales priorités du consommateur
à savoir sa perception du prix. L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer, démontrer même en regardant directement dans les boutiques, les différentes ressourceries, chez les créateurs, dans les ateliers, montrer que voilà, il y a vraiment une autre façon de faire la mode, de la concevoir, mais aussi de l'acheter, et que finalement, en comprenant comment c'est fabriqué, il n'y a finalement plus besoin de justifier et d'expliquer longuement pourquoi un vêtement ne peut pas coûter tout simplement 5 €. L'idée, c'est vraiment de valoriser les savoir-faire, comme je le disais, mais aussi de pouvoir dynamiser, remettre de la proximité aussi au centre des commerces. Et puis, parce qu'en fait, voilà, dans notre expérience, on se rend compte que la consommation responsable demande aussi de l'investissement, du temps, de la motivation dans la durée. Ce n'est pas un exercice simple pour le consommateur. On a imaginé effectivement un petit kit qui est sous la forme d'une carte qui peut s'apparenter à une carte électorale, qui peut se glisser dans la poche et qu'on a appelé la carte de l'éco-fashion activiste, et qui rappelle en fait des outils mémotechniques, si je puis dire, avec notamment la méthode Green, qui est une méthode qu'on a mise en place pour éviter le greenwashing, mais aussi la méthode Bisou pour se rappeler que pour bien acheter, il faut d'abord acheter ce dont on a besoin. Et puis également, on rappelle les principales valeurs de la mode responsable avec l'inclusion, le circuit court, l'authenticité, vraiment des bases. Mais voilà, en étant sur une carte et dans la poche, ça permet aussi d'être vu tous les jours et de se rappeler au bon souvenir des personnes qui vont suivre ce parcours. Et puis, ça permet aussi d'inviter à rejoindre une grande communauté de consommateurs. Voilà, quand on sait qu'on est plusieurs à rejoindre vraiment cette consommation alternative et qui est aussi une mode positive, joyeuse, ça permet vraiment de rester dans une bonne dynamique. Merci beaucoup Héloïse. Donc rendez-vous le 6 pour découvrir le parcours commerce. Et enfin, je vais passer la parole à Gaëlle Constantini, parce qu'effectivement, cette autre mode que l'on incarne, qui est forcément respectueuse de la planète et du vivant, elle l'est d'autant plus qu'il y a un lien vraiment fort entre le vivant, la nature et la création. Et d'ailleurs, Gaëlle, pour toi, la nature a toujours été une grande source d'inspiration. Et comment justement elle nourrit ton processus créatif ? Alors bonjour et merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureuse de faire partie de ce collectif que j'adore d'un point de vue fondamental. Et je m'aperçois qu'on est tous toujours là aujourd'hui après tant d'années. Donc c'est quand même un vrai message d'espoir et on est très heureux de pouvoir le porter aujourd'hui. Alors Gaëlle Constantini, moi j'ai réfléchi à cette question que tu m'as posée il y a quelques jours, et je me dis qu'en fait j'arrive pas à réduire la nature à une simple source d'inspiration. En fait, la nature est la base essentielle de mon projet. Sans la nature et sans surtout l'idée et la conscience de la nature et sa préservation, mon projet n'existerait pas. Donc, alors comment ça peut se matérialiser quand on crée une marque de vêtements ? Eh ben, je suis allée chercher dans tout le processus à avoir un impact qui soit le plus inexistant possible, en tout cas pour la planète. Donc ça vient depuis l'éco-conception du produit jusqu'à la matière qu'on va utiliser. Quand on source des rouleaux, on va les sourcer uniquement naturels. On va aller chercher des couleurs de saison pour se rapprocher le plus de la nature et se dire que si on lui ressemble un peu, on arrivera mieux à la comprendre. Et ça va être dans les nœuds qu'on va utiliser avec des anneaux en bois, toujours privilégier le recyclage, mais aussi la nature, c'est nous. Et donc, je me suis dit qu'il faut mettre aussi l'humain au cœur de tout ça. Et donc, aller travailler avec des gens en difficulté, c'était aussi la base du projet. Donc, aller vraiment vers des ateliers d'insertion, leur redonner confiance en eux, leur faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils sont compétents et qu'ils peuvent aller plus loin que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et la vraie question, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce que la création peut exister sans cette conscience de la nature et sans cette protection du vivant ? Merci beaucoup Gaëlle. Merci à toutes d'avoir si bien illustré nos 5 piliers. Donc on va pouvoir passer à la suite
Donc, pour vous expliquer un petit peu comment on envisage l'après semaine des autres modes. Et ensuite, on aura donc les interventions de Florentin Letissier, Madame la ministre Marlène Schiappa qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup d'être avec nous. Du coup, je vais repasser la parole à Caroline. Merci Cécile. Alors voilà, j'ai envie de dire, avec ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu déjà ce matin, et sachant tout ce que vous faites, vous toutes et tous ici, une autre mode est possible. Et ce n'est ni un vœu pieux, ni une incantation. Elle est bien réelle. Les talents, les solutions et les modèles économiques existent. Les parcours organisés pendant cette semaine des autres modes a pour vocation de permettre à l'ensemble des publics de les découvrir et de leur en donner le goût. L'ambition du collectif UAMEP est forte, elle est claire et surtout elle est mature. Transformer la filière pour se tenir à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux n'est plus une option, on l'a dit, on le sait. C'est désormais un plan dont une grande action collective se joue cette semaine à Paris. Avant de vous dévoiler les prochaines étapes, pour en savoir plus sur ce plan, un plan simple, efficace, je voudrais qu'on ait bien tous à l'esprit, je mets un peu les pieds dans le plat, le duel qui se joue aujourd'hui sous nos yeux. D'un côté, l'industrie de la fast fashion, dont le paroxysme aujourd'hui est incarné par, je suis désolée, je cite Scheim, un acteur chinois ultra digitalisé, ultra visible, qui joue la politique du sans foi ni loi, du prix le plus bas, du tout à 3 € et de la surconsommation débridée. D'un côté, nous avons cette mode-là. Et de l'autre côté, une mode engagée, celle des autres modes, qui commence à trouver son marché. La mode qui joue la politique de l'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire, de la production, de la consommation responsable, du prix juste et de la transparence. Donc en fait, il faut que le duel se joue à armes égales. Et donc, pour ce faire, et c'est toute l'ambition de ce dispositif, il faut permettre aux autres modes tout simplement d'être visibles, d'être popularisés et d'être soutenus financièrement. Alors, les 3 actions collectives sont simples. Je vais appeler Ariel à nous rejoindre et Lionel. Comment ? Et Marie-Aude aussi. Et Marie-Aude, qui vont vous parler des prochaines actions, puisque cette semaine à Paris est un premier chapitre pour faire en sorte que Paris soit une autre capitale de la mode aussi. Alors, est-ce que, Cécile, tu peux nous parler de ce qui va se passer au niveau de la semaine des autres modes et de ce qu'on attend aujourd'hui et dans un an ? Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas de faire juste une édition de la semaine des autres modes, c'est vraiment d'inscrire cet événement dans le temps, sur la durée. Donc l'idée, c'est de continuer, bien sûr, à organiser la semaine des autres modes toujours à la même période, c'est-à-dire pendant la quinzaine des objectifs du développement durable et en marge de la Fashion Week, en intégrant bien sûr aussi le calendrier des grands rendez-vous de la ville de Paris, je pense notamment au JO 2024. Donc l'idée, dès l'année prochaine, c'est d'aller dans des lieux encore différents et notamment dans d'autres lieux de culture comme les musées. Voilà, donc on commence déjà, bien sûr, à travailler sur l'édition de l'année prochaine. Et nous souhaiterions également lancer un prix spécial à destination des créateurs de mode circulaire et solidaire, donc sur lequel nous avons déjà commencé à travailler et qui s'appelle le prix Paname. Donc Paname pour prix artistique national des acteurs de la mode engagés. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on a l'année prochaine. J'espère qu'il va pouvoir se mettre en place. Et il y a également donc ce projet de Slow Fashion Week. Exactement, et on va donner la parole à Marie-Aude qui va nous en dire plus pour cranter encore plus ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Rendez-vous l'année prochaine pour, c'est ça, une première Slow Fashion Week. Bonjour à tous. Rapidement, le projet de la Slow Fashion Week 2023 est actuellement réfléchi entre nous, en prolongement bien sûr de cet événement, la Semaine des autres modes et des prochaines éditions 2023. L'idée principale, c'est de donner une vraie visibilité et légitimité
à toute la création durable et de lui donner une vraie place dans l'univers de la mode et de l'évolution de la mode. Voilà. Donc après, c'est un travail qui se fera avec tous les créateurs, qui seront bien sûr reçus. On analysera les projets et l'événement aura lieu, nous l'espérons, en 2023. Alors, je crois la Slow Fashion Week est important parce que je crois, et ça, Lionel, tu vas pouvoir nous en parler, que le défilé, le format défilé reste au cœur de ce qu'attendent le public et les créateurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement, c'est un constat qu'on faisait déjà, mais là, par exemple, pour la Semaine des Autres Modes, c'est assez flagrant. On fait des défilés portes ouvertes, donc accessibles au public gratuitement, à la Halle des Blancs-Manteaux, le vendredi, pour une marque d'une créatrice du collectif qui s'appelle Nan, et puis un défilé collectif avec beaucoup de structures pour le coup du collectif. Le samedi, et ça a un engouement incroyable, à la fois évidemment des créatrices et des créateurs, mais du public, c'est-à-dire qu'en quelques jours, on a eu une 60aine d'inscrits, plus les invitations, donc là on est à peu près à 140 personnes qui vont y participer officiellement, et plus toutes celles et ceux qui vont se balader dans la semaine et venir nous voir. Donc voilà, on sent qu'effectivement il y a une demande très forte, et puis là on le voit tout de suite sur la Semaine des Autres Modes. Merci. Donc on voit le plan, la Semaine des Autres Modes, réédité chaque année, le prix Paname, pour faire grandir le mouvement dans Paris, et qu'encore une fois, Paris soit cette autre capitale de la mode, et la Slow Fashion Week, qui est vraiment fondamentale, puisque finalement, tout ce que vous faites, et tout ce qui est mature aujourd'hui, doit trouver son marché. Et il faut accélérer ce marché, puisque derrière, il y a des business models, il y a une économie à porter, à faire grandir. Et l'organisation d'une Slow Fashion Week en est une pierre importante. Oui, en effet, Caroline, puisque l'amorçage économique, il est vraiment clé pour des projets de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire comme le nôtre. Et donc, merci beaucoup à tous. Je vais passer à Lionel. Je profite de l'occasion pour glisser un petit mot d'appel à partenariat, à la fois financier, institutionnel et de notoriété. Voilà, on a des projets avec des ampleurs et des ambitions très fortes. Et effectivement, derrière, il y a des modèles économiques. Et ça serait très intéressant d'avoir des partenaires qui nous suivent. Merci. Donc, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Florentin Laetissier et à Madame Marlène Schiappa. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les élus, chères actrices et acteurs de la mode engagée, bonjour à toutes et tous. Je souhaite d'abord vous dire combien je suis heureux, au nom de la maire de Paris, de vous recevoir dans ce lieu exceptionnel que nous avons gravi ensemble ce matin, la Tour Eiffel. C'est un symbole, un emblème qui représente Paris dans le monde entier. Et c'est une grande joie que de porter avec vous cette mode sociale, écologique, engagée, un peu plus haut encore, à 58 mètres d'altitude plus précisément, puisque nous sommes au premier étage. Et depuis, vous savez, plus d'un siècle, Paris est le berceau d'une tradition d'excellence, du couturier de quartier au plus grand créateur. On y invente la haute couture et les défilés. Il suffit de regarder notre ville par les grandes fenêtres de la Tour Eiffel pour voir que c'est toujours pleinement d'actualité, ce passé glorieux de la mode et du textile à Paris. Les grands magasins, les couturiers et les artisans d'art, toutes ces personnes qui maîtrisent des savoir-faire uniques et qui font de Paris, assurément, la capitale de la mode. Aujourd'hui, tout le monde le sait, la mode a un pouvoir d'influence considérable. Elle peut faire bouger les lignes, bien au-delà d'ailleurs de la façon dont on peut s'habiller. Elle permet une liberté d'expression et de création exceptionnelle. Et c'est précisément pour cela que cette excellence parisienne doit devenir une excellence environnementale et une excellence sociale. La mode doit continuer à briller, mais elle doit briller différemment, elle doit briller sobrement. Elle doit mettre toute sa force au service de la transition écologique pour que demain, elle nous fasse rêver de seconde main, de collections upcyclées ou de fibres recyclées, comme elle sut nous faire hier rêver
d'une garde-robe frénétiquement renouvelée. Il faut complètement changer de modèle. Les vêtements... Merci. Je l'ai dit, les vêtements portent un puissant message politique en eux-mêmes. Virginia Woolf écrivait en 1928 que les vêtements ont un destin plus important que de nous tenir chaud. Ils changent notre vision du monde et le point de vue du monde sur nous. Lorsqu'elle écrit ces lignes, les femmes commencent à porter le pantalon en même temps qu'elles luttent pour l'égalité des sexes. Quelques années plus tard, à mesure que les ouvriers militent pour la progression des droits sociaux, le jean apparaît sur le marché du prêt-à-porter. Quelques années plus tard encore, alors qu'elles s'approprient l'espace public, les jeunes générations imposent la basket comme l'icône urbaine du XXIe siècle. La mode reflète donc notre société et nos combats. Alors Paris, qui a donné son nom aux accords historiques pour le climat de la COP21, doit être le berceau de cette mode durable. C'est notre conviction à toutes et tous, j'en suis convaincu. Cette mode durable, c'est d'abord celle qui encourage la création tout en luttant contre le changement climatique. C'est celle qui accompagne la relocalisation de la production tout en protégeant les ressources naturelles. C'est celle qui développe nos filières tout en créant des emplois locaux. Cela doit se faire en s'appuyant sur 3 piliers qui doivent être les moteurs de notre action collective. Premier pilier, développer une filière locale d'économie circulaire du textile. L'économie circulaire, vous le savez, ça signifie réparer, réemployer, réutiliser pour allonger les durées de vie de nos vêtements, recycler, en éco-concevoir de nouveau avec d'anciennes collections, mais aussi, et c'est très important, faire le choix de la sobriété et de la réduction de la consommation. Elle est la clé, cette mode, qui permet la création d'une boucle locale et vertueuse de la matière textile à l'échelle d'un territoire. Cet enjeu est passionnant, ce sont des nouvelles filières qui restent à créer et nous y travaillons toutes et tous. Ensuite, il nous faut créer des emplois solidaires et non délocalisables. À Paris, le potentiel d'emploi d'ici 2030 sur le territoire dans cette filière est estimé à plus de 3000 postes dans tous les métiers de la mode et du textile circulaire. L'économie sociale et solidaire sait saisir cette opportunité offerte par la création de ces nouveaux métiers pour y développer des emplois pour les personnes éloignées du marché du travail, des parcours de réinsertion socio-professionnelle, des espaces de liens sociaux et d'échanges intergénérationnels. C'est une des conditions majeures d'une mode qui se préoccupe de la cohésion sociale. Enfin, relocaliser et transformer les activités productives. À l'heure de la crise écologique, c'est évidemment un moyen pour réduire l'impact environnemental d'une industrie globalisée comme celle de la mode. Et il y a un exemple qui a été donné assez emblématique, donc il faut absolument ne pas s'inspirer et faire l'exact inverse. Et donc il nous faut relocaliser la fabrication des vêtements, notamment via les circuits de la seconde vie des textiles. Ça doit être notre boussole. C'est tout un réseau d'ateliers et de petites manufactures qu'il faut retisser largement à Paris. Ressourceries, ateliers de production de vêtements upcyclés, espaces de réparation, jusqu'aux boutiques de créateurs et de créatrices de quartier où on vient trouver de belles pièces engagées et à prix accessible, tout en tenant l'exigence d'un modèle économique qui est parfois encore difficile à trouver. Cet objectif, il ne pourra être tenu qu'avec la mobilisation de toute la filière, acteurs privés comme acteurs publics. D'autant plus que, je viens de le dire, nous connaissons bien les difficultés autour des modèles économiques qui sont les vôtres, parce que vous êtes engagés, parce que vous voulez cocher toutes les cases, l'écologie, le social, le local, la sobriété. Cette équation d'une production locale avec des matières durables et des emplois non délocalisables est donc difficile à résoudre, d'autant plus quand on veut se fixer le cap d'avoir des prix qui restent accessibles à toutes et tous. Et la ville de Paris y prend sa part, continuera à vous accompagner, notamment en accompagnant des créatrices et des créateurs engagés, en permettant l'ouverture de lieux dédiés à la mode durable. On aura une très belle annonce à vous faire d'ici à la fin de l'année 2022. Et en soutenant l'organisation d'événements grand public comme cette magnifique Semaine des autres modes que nous soutenons pleinement. Alors je ne vais pas être beaucoup plus long, je voudrais encore faire une citation. Sénèque disait « Le style est le vêtement de la pensée ». J'aime beaucoup cette citation, « Le style est le vêtement de la pensée ». Nous avons maintenant l'occasion, toutes et tous, de prouver que l'on peut sauver la planète avec style. Ne nous en privons pas, mes chers amis.
Je félicite toutes celles et tous ceux qui organisent cette semaine des autres modes. Je félicite toutes celles et ceux qui participent à cette semaine des autres modes. Et je nous souhaite à toutes et tous qu'elle soit une éclatante réussite et qu'elle soit une première pierre qui nous conduira à de nombreuses éditions et à faire de Paris la capitale de la mode durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florentin Letissier. Madame la ministre Marlène Schiappa. Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur l'adjoint à la maire de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet, cher Florentin Letissier, Madame la Présidente, chère Arielle Lévy, Mesdames et Messieurs, les membres du collectif Une autre mode est possible, et Mesdames et Messieurs. Je suis particulièrement heureuse et oserais-je dire émue d'être à vos côtés ce matin pour le lancement de cette première édition de la Semaine des autres modes dans ce si beau cadre qu'est l'élégante Dame de Fer qui a vu passer bien des modes, les hautes formes, les redingotes, les corsets, les pattes d'EF et jusqu'aux nouvelles chaussures design. Combien de défilés, d'expositions, d'événements dédiés à la mode ont été accueillis ici même. Et celui que vous portez aujourd'hui ouvre une nouvelle page de l'histoire de ce lieu. Alors, on estime qu'un Européen jette en moyenne, et vous le savez ici, 11 kilos de vêtements par an. Et derrière ces vêtements jetés, c'est vrai que se trouve parfois, souvent, l'exploitation, le travail des enfants, l'utilisation des animaux. On a évoqué la marque Shein tout à l'heure, parce que je pense qu'il faut nommer les choses. Une étude que vous avez peut-être vue passer dit que cette marque, à elle seule, elle représente 12% des émissions de CO2 d'un adolescent en moyenne par an. Je trouve que c'est absolument énorme. Et je voudrais dire à ce propos que je suis toujours un peu interpellée et choquée quand j'entends des discours qui opposent la volonté de consommation durable ou de sobriété dans la consommation avec la précarité ou la pauvreté. Et les discours qui visent à dire que quand on est dans une situation modeste, en fait, on ne saurait pas consommer de manière durable. Je pense que c'est tout le contraire. Et je pense que quand on a un seul pantalon à acheter pour ses enfants, pour la saison ou pour l'année scolaire, on sait justement ô combien, à quel point on ne peut pas se permettre d'acheter de la fast fashion parce que la fast fashion revient très cher in fine. Alors comme vous, moi aussi j'ai rêvé de cette autre mode, d'une mode libre, accessible au plus grand nombre, qui se sent concernée par ces enjeux écologiques et sociaux de notre époque, mais aussi une mode respectueuse des droits humains, du vivant, cela a été dit par les intervenantes et les intervenants tout à l'heure, et qui s'inscrivent dans cette économie sociale et solidaire, mais qui valorise aussi toute forme d'expression par le textile et par le vêtement. Des exemples ont été donnés par Florentin précédemment sur la conquête du port du pantalon par les femmes. On se souvient de cette femme ministre à qui on avait interdit l'accès à l'Assemblée nationale parce qu'elle avait un pantalon et qui avait répondu « si ça vous dérange, je l'enlève ». Je trouvais que cette phrase était bien vue. Ou de Suzanne Langlaine qui se battait pour pouvoir jouer au tennis en mini-jupe à une époque où on considérait que c'était indécent. Bref, je pense que cette mode qui promeut la consommation responsable sur une planète dont les ressources, elles, ne sont pas extensibles, devient absolument nécessaire. Alors, comme vous aussi, je rêve d'une autre Fashion Week, de cette Slow Fashion Week, parce que je veux te dire très sincèrement que je considère que la Fashion Week est souvent un beau spectacle, et un spectacle attractif, mais un spectacle aussi, un événement qui consomme autant d'énergie que 3000 ans d'éclairage de la Tour Eiffel, nous dit une étude menée par des organisations écologiques. Alors je pense que cette Fashion Week qui met à l'honneur celles et ceux qui inventent, qui s'appuient sur de nouvelles modes pour créer, produire, distribuer, consommer, elle est possible et vous la bâtissez ici et vous le prouvez aujourd'hui. C'est ce que vous confectionnez finalement ici à cette semaine des autres modes. Semaine, j'ai bien compris, qui est l'aboutissement d'un collectif associatif, artistique, qui entreprend ensemble depuis 2017, créatrices, créateurs, artisanes et artisans de la mode responsable post-carbone, couturières et couturiers, brodeuses et brodeurs, chercheuses, chercheurs de matière, qui innovent pour préserver notre planète, pour valoriser aussi l'éco-conception, pour valoriser la réparation et pour travailler avec parfois les ateliers de réinsertion par l'emploi et toujours former les jeunes générations.
Cet enthousiasme que vous portez avec cet événement, il rassemble celles et ceux qui façonnent le monde de demain et la mode de demain à travers les événements que vous avez évoqués en France et en Europe. C'est par exemple le festival grand public à la Cité Fertile, vos résidences de créateurs, ces havres d'utopie pour une autre mode, et cette preuve vivante qu'en étant une jeune association, et je vous le dis en tant que ministre chargée des associations, eh bien votre énergie, votre volonté de faire, c'est celle de l'intérêt général et qui est une source intarissable d'énergie et d'optimisme. Alors, on entend souvent de plus en plus parler de ces modes durables, éthiques, responsables, mais tout le monde ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, ni prendre la mesure de l'attente et du fait que, comme cela a été dit très justement, ce sont des organisations avec de véritables modèles économiques. Je veux rappeler ici que 80% des consommateurs et des consommatrices souhaitent acheter des produits plus durables s'ils le peuvent. C'est ce qu'ils déclarent. Et donc, en montrant que cela est possible, vous contribuez à rendre cette aspiration plus réelle, plus concrète surtout. Je crois que les habits sont notre première revendication. C'est ce qui nous permet de montrer aussi aux autres parfois ce que l'on véhicule, ce que l'on projette, ce que l'on pense. Le vêtement pour les femmes peut être une oppression. Je parlais du corset tout à l'heure, on a évoqué le pantalon, mais il peut être aussi un moyen de libération, un moyen d'expression. Il est parfois une manière pour les femmes de passer des messages et de marquer une émancipation, même si c'est vrai que la manière dont une femme s'habille sera toujours commentée, disséquée, jugée, considérée comme convenable ou non. Et là aussi, je crois que notre regard doit changer. Alors que l'industrie de la mode s'adresse encore majoritairement aux femmes, eh bien, elle reste, je ne peux que le constater, pilotée par des hommes, majoritairement représentés au poste de direction, qu'elle soit artistique ou de management. La mode, je crois que c'est un fait social et un fait sociologique total et qu'il est entré depuis longtemps dans les champs philosophiques, ethnologiques, économiques et écologiques, désormais aussi de nos sociétés. Et je pense que les combats peuvent y converger. Comment œuvrer pour la planète plus durable, et donc en l'occurrence cette mode durable, comment préserver l'environnement, les droits humains, soutenir l'émancipation des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique n'est plus une vérité qui dérange, c'est désormais une réalité qui détruit et que plus personne, après l'été que nous venons de vivre, ne peut nier. Et cela vaut aussi pour l'industrie du textile, la croissance exponentielle de la fast fashion qui est responsable, je le disais, au-delà de la marque que je citais, la fast fashion en tant que telle, elle est responsable de 28% du bilan carbone d'un adolescent en moyenne. Les politiques de retour gratuit où près de 30% des achats en ligne sont renvoyés, les vidéos virales sur les réseaux sociaux, l'empreinte carbone du textile en France qui est équivalente à 6 fois les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. Et je crois que tous ces chiffres aujourd'hui, que vous avez souhaité mettre en lumière depuis des années, tous ces chiffres aujourd'hui, plus personne ne peut les ignorer. Et donc, à l'instar de votre collectif, ce nouveau ministère dont je suis en charge, qui rassemble les deux jambes de l'ESS, les entreprises de l'économie sociale et solidaire d'une part, les associations d'autre part, c'est finalement le ministère de tous ceux qui considèrent qu'on fait mieux ensemble que tout seul, qui veut soutenir une économie de la coopération plutôt que de la compétition. Et c'est le ministère de toutes celles et ceux qui pensent que le profit n'est pas une fin en soi et qu'il faut voir au-delà. Je pense que le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est véritablement un acteur clé de la transformation de la filière textile et mode, et ce depuis bien longtemps. Les grandes associations qui collectent, redistribuent les vêtements à ceux qui en manquent, qui font le lien entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Les entreprises de l'ESS qui les réhabilitent, leur donnent une nouvelle vie, parce que, comme on dit, les vêtements aussi ont droit à une seconde chance. Les jeunes de tous horizons qui trouvent ce métier, cette passion, qui se forment, qui trouvent cette voie. Ainsi, je veux citer ici cette formidable expérience à Marseille, dont j'ai l'honneur d'être la marraine, de la FASC Academy, qui est une organisation qui forme gratuitement les jeunes qui étaient plutôt en décrochage scolaire précédemment, de 15 à 18 ans, à la fabrication et aux techniques de fabrication et de recyclage du vêtement. C'est véritablement une économie non délocalisable qui est soutenue et qui donne des perspectives d'avenir à ces jeunes. Alors, la Première ministre, Elisabeth Borne, m'a demandé dans ma feuille de route de travailler à inciter à la consommation durable, ce qui n'est pas si facile, puisque c'est un travail d'accompagnement, de transformation des esprits. Alors, lorsque j'ai participé à un événement caritatif au profit d'associations organisées par Sandra Sisley, celle-ci m'a dit que je devais absolument rencontrer Gaëlle Constantini, ici présente, pour échanger avec elle sur le sujet.
Et de notre discussion a émergé une idée, ce serait de porter pour le 14 juillet une robe totalement recyclée, dessinée et imaginée par Gaëlle Constantini. Et donc quand j'ai dit à certains de mes collègues que pour le défilé du 14 juillet, je viendrais avec un vêtement fait à partir de rideaux d'hôtel ou de draps recyclés et reteints, et que la ceinture serait faite avec les anneaux qui tiennent les rideaux habituellement dans l'hôtel, je peux vous dire que j'ai eu quelques sourires sarcastiques et quelques railleries sur ce projet. Mais je peux vous dire aussi qu'à partir du moment où ils ont vu la robe de Gaëlle, il n'y a plus eu de sourire sarcastique. Et je pense que ça fait partie justement des petits signes symboliques qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui montrent que en fait, cette mode durable, eh bien, elle a sa place absolument partout et qu'on peut contribuer à la rendre visible, y compris par ce type d'événement. Et donc, j'ai eu la fierté d'être maintenant une cliente de Gaëlle, que je remercie. Alors, je veux vous dire aussi que je pense très sincèrement que les nouvelles générations nous poussent à revoir nos nouveaux modes de consommation. Moi, quand j'avais 15 ans, dans ma cité, ce qui nous donnait l'impression d'être à la mode, c'était d'arriver avec un jogging neuf, avec beaucoup de logos dessus. Plus on avait de logos, plus c'était bien. Et j'ai une fille de 15 ans aujourd'hui, et je peux vous dire que pour ma fille de 15 ans, ce qui est bien et ce qu'il faut porter, c'est quelque chose qui a été recyclé, qui a été fabriqué sans exploitation des Ouïghours, sans test sur les animaux, et qui a un impact carbone zéro, de préférence trouvé vintage ou de seconde main ou avec des matières recyclées. Et je trouve que ce changement générationnel, juste d'une génération à une autre, il nous montre à quel point les nouvelles générations sont complètement prêtes pour elles-mêmes à consommer de la sorte pour une grande partie d'entre elles, mais sont aussi prêtes à bousculer les anciennes générations que je représente, de fait, en tant que mère, à leurs yeux, et à nous interroger nous-mêmes aussi sur nos propres modes de consommation. Donc je pense que cette transition écologique, elle accompagne cette transformation de la consommation, et nous venons ensemble progressivement à changer nos habitudes. Alors ici, vous n'êtes pas à convaincre, puisque vous faites partie de celles et ceux qui ont ouvert ces voies et qui ont fait de la pédagogie vis-à-vis des consommateurs que nous sommes. Et je peux vous dire que je pense qu'il y a encore ce travail de pédagogie à mener auprès de celles et ceux qui n'ont pas encore les codes, les outils ou même peut-être l'accès à l'information à ce sujet. Depuis 2017, le gouvernement a tâché d'agir sur ce sujet, notamment pour transformer le système en profondeur avec des décisions, y compris coercitives. Je veux citer ici la loi anti-gaspillage, qui a été portée par mon ancienne collègue Brune Poirson et qui a permis à la France de devenir le premier pays du monde à mettre fin à l'élimination des invendus non alimentaires, dont bien sûr les textiles et les chaussures. Je pense que c'est une loi fondamentale et que dans le monde, certains pays avec lesquels nous commençons à échanger regardent avec beaucoup d'intérêt le fait que la France ait pu prendre ces mesures coercitives qui donnent lieu d'ailleurs à de nouveaux modèles économiques pour réutiliser ces invendus. Je pense que nous avons toutes et tous ici été effrayés de voir autant de marques détruire des dizaines de milliers de tonnes de produits textiles neufs chaque année, et qu'il est donc pour nous essentiel de remédier à cette aberration écologique autant que sociale et de favoriser le réemploi, d'allonger la durée de vie des produits, d'intégrer un taux minimal de matières recyclées dans les produits, de préférer le don à des associations que la destruction, bref, de ne plus gaspiller. Chaque année, 230 000 tonnes de textiles usagés sont donc collectées auprès des particuliers pour être valorisées. Je veux féliciter toutes les organisations, quel que soit leur statut, qui s'engagent dans cette démarche. Mais je veux dire aussi que cependant, ce sont environ 450 000 tonnes qui ne le sont toujours pas et qui vont toujours en décharge pour être incinérées, et ce, malgré la loi. Nous sommes ici à la Tour Eiffel, et donc on va beaucoup mesurer en équivalent Tour Eiffel, mais c'est l'équivalent de 45 Tours Eiffel par an. Donc je pense sincèrement que l'industrie du textile a le potentiel de relever les défis environnementaux, sociaux, éthiques, tant en France qu'à l'échelle mondiale, et que nous allons tâcher ensemble de continuer à porter cela. Ainsi, nous voulons soutenir davantage le développement des filières dites de réemploi, en finançant les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui réparent, qui remettent sur le marché des textiles. Ici, dans cette salle, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à le faire. Je reconnais des visages engagés et je sais que vous êtes nombreux à faire de l'upcycling. Et donc, je suis très heureuse de vous dire qu'aujourd'hui, nous annonçons la création d'un fonds dédié à cet effet qui atteindra progressivement une enveloppe de 150 millions d'euros dans le cadre de la mise en œuvre de la loi AGEC. Avec ma collègue Bérangère Couillard, qui est secrétaire d'État chargée de l'écologie, nous lançons dans ce cadre une grande consultation auprès du public, mais aussi et surtout des parties prenantes, donc des entreprises, des ONG, des collectivités, des associations de consommateurs, des acteurs du recyclage,
Tout au long du mois d'octobre, nous allons les mener pour construire ensemble une véritable feuille de route sur l'économie circulaire du textile pour les 6 prochaines années. Bien sûr, les entreprises de l'ESS, les associations, les fondations y prendront naturellement toute leur part. Brièvement, cette feuille de route, elle vise à prévoir des bonus pour les produits qui protègent la planète, conçus pour être plus durables, plus respectueux de l'environnement, refabriqués à partir de textiles recyclés, mais aussi réduire le coût de réparation des textiles pour qu'ils durent plus longtemps, développer de nouvelles solutions de collecte des textiles usagés, notamment dans les plus petites villes ou les territoires ruraux, parce que c'est vrai qu'il y a des grandes villes qui font beaucoup, cher Florentin, qui sont déjà engagées et innovantes sur ces sujets, mais aussi financer le tri, la réparation des textiles pour leur donner cette deuxième vie, mettre en place une vraie filière française de recyclage des textiles non réutilisables pour refabriquer des textiles sans épuiser les ressources de la planète. Et je vous inviterai donc toutes et tous à y contribuer. Nous sommes, avec mon équipe, à votre entière disposition pour cela. Je crois que nous avons besoin, pour que toutes et tous puissent accéder à cette mode durable, que la mode durable soit aussi accessible. Alors c'est vrai pour la question du prix, et je sais que vous avez beaucoup parlé de la question du prix de vente juste et équitable, qui fait partie des principes intangibles. Je pense que ça peut être parfois une question de taille, et on en a beaucoup parlé également avec certains acteurs. Je pense que si les personnes qui sont en dehors des tailles classiques ne trouvent pas leur taille chez les marques de mode durable, elles se rabattent parfois vers des marques plus polluantes ou font fabriquer du sur-mesure, ce qui n'est pas accessible à tous et qui reboucle avec le propos que j'avais sur la sobriété en introduction. Enfin, et j'en conclurai par là, je l'ai dit et je le redis, c'est une conviction vraiment personnelle. Je pense qu'on ne doit pas avoir peur de communiquer, même si je sais que la sobriété dans la communication et la vigilance à l'impact carbone et à l'impact social de la communication fait partie des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il est important de valoriser les actions. Cet événement en est un formidable exemple, et je pense que c'est aussi en communiquant qu'on arrive à faire de la pédagogie, à insérer de nouvelles personnes dans la dynamique, à le faire ensemble, à convaincre et à donner cette autre vision de la mode. En tout cas, je veux vous dire humblement, en ayant étudié votre manifeste en faveur d'une mode durable, qui est construit autour des 5 valeurs cardinales de la transparence, le respect de la planète, l'inclusion, la dimension culturelle et la consommation responsable, que je suis très impressionnée par le travail qui a été mené, à la place qui est la mienne, c'est-à-dire humblement et en tant que soutien de l'action que vous menez. Je pense qu'il est fondamental qu'on puisse trouver toutes les voies et moyens de le soutenir. Je disais en valorisant, je disais en finançant, parce que c'est aussi important. Et je pense que c'est fondamental de continuer à le faire comme vous le faites, c'est-à-dire avec cet esprit de bienveillance et de force de conviction. Parce que je pense qu'il ne s'agit pas pour nous de créer un nouveau sujet de jugement entre les femmes ou de dénigrer celles qui n'auraient pas encore amorcé un changement de consommation, mais au contraire de solidarité entre les peuples, de solidarité aussi féminine, solidarité avec celles dont actuellement les conditions d'exploitation sont indignes, solidarité aussi avec les stylistes, les créatrices, les marques à soutenir, portées par des femmes ou par des hommes, et solidarité avec ces nouvelles consommatrices et ces nouveaux consommateurs qu'ensemble, nous arriverons à conquérir. Je pense qu'il s'agit d'une transition que vous l'avez amorcée et que je souhaite me joindre à vous pour la poursuivre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marlène Schiappa. Alors bon, énormément de choses ont été dites. Je pense qu'on n'a plus grand-chose à ajouter. Peut-être, Ariel. Cher Florentin, Madame la Ministre, un grand merci. On va terminer par un petit focus. Madame la Ministre en a parlé en conclusion sur notre manifeste qui, comme je vous le disais depuis le début de cette matinée, reprend notre vision. Notre vision, c'est ce qu'on appelle au niveau du collectif la mode libre. Alors peut-être en quelques phrases, la mode libre, c'est quoi? Parce que c'est important de le définir. Je pense que vous allez retrouver en synthèse tout ce qui s'est dit durant cette matinée. Donc une mode accessible au plus grand nombre. L'accessibilité est effectivement fondamentale. Une mode qui prend en compte les enjeux de notre époque face à l'urgence écologique et sociale. Une mode qui respecte les droits humains et du vivant.
une mode qui intègre les principes de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire, une mode qui intègre les fondamentaux du vêtement et de la chaîne de valeur textile, l'usage, l'importance des savoir-faire et la dimension culturelle et identitaire. Vous l'avez très bien dit aussi, Monsieur Letissier et Madame Schiappa, la mode est un langage, hein, et c'est un langage aussi politique. Donc c'est très important de prendre en compte cette dimension, et une mode qui permet l'expression créative et artistique de chacune et chacun. Voilà ce qu'est pour nous la mode libre, ce qui va être incarné dans toute cette semaine par tous les événements. Ariel, je te laisse peut-être conclure. Alors, il y a effectivement les 5 piliers dont parlait Madame Marlène Schiappa, donc transparence, respect de la planète, inclusion, dimension culturelle, consommation responsable. Non, mais je vous invite à vous emparer de ce manifeste que vous pourrez trouver sur notre site internet www.semaine-des-autres-modes.fr. L'idée est de tous ensemble, grand public, jeunes, professionnels, s'en emparer et juste le signer. Vous allez sur le site, il y a un onglet manifeste. Là, nous sommes en station pause, mais je pense que nous allons poser nos bagages pendant toute une semaine et je vous invite à nous rejoindre pour ce très beau voyage pendant une semaine, pour oublier un petit peu les chiffres, oublier un petit peu la misère humaine, même si je pense à nos sœurs iraniennes aussi aujourd'hui, comment le vêtement peut être un symbole fort. Oui, il est interdit, le vêtement peut tuer, donc on pense à elle. Et ce voyage, c'est ce que j'appelle de mes voeux depuis tant d'années, avec tous mes amis créatrices qui sont là, Valentine, Sakina, tous les Grands Prix de Paris, Isabelle de Maisonneuve également, qui fait les décors du théâtre d'Ariane Nouchkine, qui sait que j'oublie mon amie Marcia, je vois Eugénie qui sont là, je vois Inès de la Fabrique Nomade, je dois avoir des ateliers de réinsertion, vous êtes toutes de telles belles personnes. Alors c'est vrai, beaucoup au féminin, mais il y a aussi des hommes et des il et elles qui portent ce collectif. Arrêtez-vous juste une seconde. Prenez le temps de respirer, prenez le temps d'aller à la rencontre et vous comprendrez ce que sont les autres modes, parce qu'il faut terminer par P comme passion. Je vous remercie.